Neuro-regard, éclairage croisé sur les troubles du neurodéveloppement. Dans notre dernier épisode, des adultes ont parlé de l'école et des élèves. Aujourd'hui, on a voulu faire l'inverse. On a demandé aux premiers concernés de nous dire ce qu'on comprend parfois mal et ce qui les aide vraiment. Pour introduire ce podcast, je laisse comme d'habitude la parole au docteur Christophe Gau, pédopsychiatre à l'hôpital Femmes-Mère-Enfant au sein des Hospices Civils de Lyon, que vous connaissez bien désormais. Merci Nicolas, bonjour à toutes et tous. À l'école, il y a une phrase qu'on entend souvent, parfois même sans s'en rendre compte. Si on veut, on peut. On peut le dire face à un élève qui semble trop bouger, qui oublie, qui met du temps à écrire, qui semble rêver, etc., etc. Mais dès lors qu'on considère les troubles du neurodéveloppement, les choses ne sont pas aussi simples. Ce n'est pas une question de volonté, mais bien une question de fonctionnement. Certains élèves doivent mobiliser beaucoup plus d'énergie que les autres pour faire la même chose. D'autres ont le cerveau envahi par trop d'informations en même temps, et d'autres encore ont besoin d'images, de mouvements ou de temps supplémentaire pour apprendre. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « peut-il faire plus d'efforts » ou même « fait-il assez d'efforts » mais plutôt « de quoi a-t-il besoin pour apprendre dans de bonnes conditions ?» Et aujourd'hui, ce sont les élèves qui vont nous répondre. Merci Dr Gau pour cette introduction. En effet, aujourd'hui, on est allé dans une école de Villeurbanne, l'école Émile Zola, où on a rencontré des élèves, certains avec des besoins particuliers et d'autres qu'on appelle ici les super copains. L'idée est simple, permettre à des élèves de mieux comprendre certains camarades qui ont des besoins particuliers et les accompagner dans des moments du quotidien à l'école. L'objectif, bien sûr, c'est de favoriser les relations entre élèves, d'éviter l'isolement et de créer un climat de classe plus inclusif, de confiance et plus serein. Pour bien comprendre comment ça se passe concrètement, je laisse la parole à Cindy, enseignante en CM2. Alors bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Dans notre école, concrètement, au début, on prend le temps d'expliquer aux super copains comment leurs camarades fonctionnent, ce qu'ils aiment, ce qui est peut-être plus difficile pour eux, comment entrer en relation avec eux. Et ensuite, on organise vraiment des temps pour qu'ils apprennent à se connaître, à jouer ensemble, à créer du lien, un lien de confiance. Et petit à petit, ça se retrouve partout, ça se retrouve en classe, en sport, en récréation. Et l'idée, c'est vraiment que chacun trouve sa place et que les élèves apprennent à s'entraider naturellement. Merci Cindy pour ces précisions. On va maintenant donner la parole aux élèves de l'école Émile Zola à Villeurbanne. Avec nous, il y a Jamil, Jules et Daniel qui sont en CM2 et Liam et Juliette en CE2. Merci déjà à vous d'avoir accepté de participer. On est vraiment content bien de vous avoir ici en émission et de vous donner la parole en vous demandant de répondre à 3 questions. D'abord, quand est-ce que vous vous sentez bien à l'école ? Ensuite, ce qui est parfois plus difficile et enfin, ce qui vous aide vraiment. Quand est-ce que vous vous sentez bien à l'école ? Et pour répondre à cette question, je vais donner la parole tout d'abord à Jamil et Jules. Jules, par exemple, toi, quand est-ce que tu te sens bien à l'école ? Moi, je me sens bien à l'école quand je fais un sport collectif, par exemple le basket ou le foot. Jamil, qu'est-ce qui te permet d'avoir confiance en toi ou en quelqu'un d'autre à l'école ? Moi, c'est quand je me sens bien, c'est par exemple quand je suis avec mes amis, quand je joue au foot et quand je suis dans la même équipe qu'eux. Et dans ces moments-là, est-ce qu'il y a des moments où tu te sens particulièrement capable de faire certaines choses ? Par exemple, c'est quand je fais quelque chose de waouh. Par exemple, quand au foot, je marque un but ou je mets un petit pont, des trucs comme ça. Merci Jamil. On va changer un peu de regard maintenant. On va se tourner vers les super copains et les super copines. Juliette, toi, comment tu sais que ton camarade va bien ? Moi, quand je vois que Lac est excité, c'est quand il va sortir du jeu qu'on fait ou quand il va regarder ailleurs. Et quand il se sent bien, il reste avec nous, il y joue. Et toi Daniel, comment tu fais pour gagner la confiance de ton camarade ? Déjà, j'ai 3 super copains. J'ai Youssef et Louisa et moi. Et tous les mardis, on le voit. Et pour prendre un petit temps avec lui. Et après, parfois il vient dans notre classe et on le voit plusieurs fois. Liam, est-ce que tu fais les choses de la même manière ou différemment ? En tant que super copain,
J'essaye de faire un peu de la même manière, mais en utilisant quand même certaines préventions envers mon super copain, c'est-à-dire Jacques. Par exemple, nous avons plusieurs préventions. Il y a aussi des fois, on doit faire vraiment différemment sur les choses difficiles. La première différence, mais c'est pas vraiment une différence, c'est qu'on a créé une grosse habitude avec Zach. Ça l'a beaucoup aidé, ça a été ça un comportement pour l'aider. Merci Yam. Et à quel moment tu te sens vraiment à l'aise dans ton rôle de super copain ? Moi, je me sens personnellement à l'aise dans mon rôle de super copain quand je vois que Zach a réussi, par mon aide par exemple. Par exemple, quand dans un travail, Juliette l'a déjà dit, mais quand il est calme, on voit qu'il a réussi et ça nous met à l'aise parce qu'il a réussi un peu grâce à nous. On a réussi à l'aider. Le fait qu'il soit calme, par exemple, quand il sourit, il n'est pas forcément bien en soi. Et donc, le fait qu'il soit calme, ça peut m'aider à me sentir à l'aise dans mon rôle de super copain. Merci à tous les 5. On voit ce qui aide à se sentir bien à l'école. Ce sont des choses assez simples, mais très importantes. On vient de parler de ce qui vous fait du bien à l'école. Mais il y a aussi des moments qui sont un peu plus compliqués. Passons maintenant à la seconde partie, ce qui est parfois plus difficile. Jules, par exemple, qu'est-ce qui peut être difficile pour toi en classe ? Quelque chose qui te demande vraiment beaucoup d'efforts, par exemple. Rester attentif à l'oral. Dans les moments d'oral, par exemple, des fois sur des choses que j'ai déjà vues, je suis tentée de lire un livre vu qu'il y en a sur ma table, vu que ma table est souvent pas très bien rangée. Merci Jules. Et toi Jamil, est-ce que tu ressens des choses un peu pareilles ou pas du tout ? Un peu pareil, moi c'est à l'écriture. Par exemple, j'arrive pas à écrire sur de longs textes. Et aussi des fois, quand j'écris mes devoirs, mes parents ils n'arrivent pas à me relire. Mais il y a la maîtresse qui m'aide, il y a WeDaid, et il y a aussi mes camarades des fois pour m'écrire mes devoirs. Parfois, ce qui est aussi difficile, c'est quand il y a des malentendus. Jules, est-ce qu'il t'est déjà arrivé que des personnes pensent que tu fais exprès alors qu'en fait ce n'est pas le cas ? Non pas moi, mais un copain qui, quand il était en CP, avec sa maîtresse, elle pensait qu'il écrivait pas très bien et que c'était pas... et qu'il faisait exprès. Merci en tout cas pour vos réponses. On va maintenant se tourner vers les super copains. Parce que ce n'est pas toujours simple non plus de comprendre l'autre. Daniel, au début, qu'est-ce qui a été compliqué pour toi pour aider ton camarade ? De le comprendre, de se faire comprendre. Et Amine aussi, le camarade que j'accompagne, il peut pas parler. Il peut que répondre parler avec les signes. Merci Daniel. Et avec le temps, on apprend aussi. Liam, qu'est-ce que ça t'a appris d'être un super copain ? Être super copain, ça m'a appris plusieurs choses. Par exemple, reconnaître les personnes dans le besoin qui ont des difficultés. Par exemple, si je vois quelqu'un écrire mal, voir si c'est un trouble ou s'il le fait exprès. Ça m'a aussi appris la patience, car il faut être patient dans le rôle de super copain, même si c'est long, même si c'est difficile, tu dois quand même attendre qu'il soit dans des meilleures dispositions. Ça m'a aussi appris à quand je voyais quelqu'un ayant des difficultés, à l'aide. Ça m'a appris à l'aider car je pouvais l'aider de plusieurs façons. Créer une habitude, ça a été pour moi l'une des choses les plus grosses que j'ai appris parce que l'habitude, pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes avec une personne qui a un trouble. Par exemple, mon super copain, il avait un trouble, créer une habitude. Par exemple, l'habitude de venir tous les lundis avec lui, ça lui a permis de mieux comprendre nos gestes. Il avait besoin un peu de se créer une habitude. Juliette, est-ce que toi aussi tu as appris des choses en accompagnant ton camarade ? C'est un peu pareil que Liam de ce qu'il a dit. Il faut vraiment savoir combien de temps il va mettre
Parce que si ça met beaucoup trop de temps, il va commencer à ne plus aller bien. Il va faire une crise ou quelque chose comme ça. Du coup, j'ai appris qu'il fallait vraiment regarder le temps et pas mettre trop de temps pour que ça commence à faire n'importe quoi. Eh bien, merci à tous. On comprend que derrière certaines situations, il peut y avoir des incompréhensions et que ça demande du temps pour apprendre à se comprendre. On vient de parler de ce qui peut être vraiment difficile, mais heureusement, il y a aussi beaucoup de choses qui aident vraiment. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Jamil, toi, qu'est-ce qui t'aide le plus en classe ? Moi, ce qui m'aide le plus en classe, c'est de souffler un coup, par exemple, quand je vais dehors. Et aussi, j'ai plus de chance que les autres. Par exemple, quand je fais une bêtise, et au bout de 3 bêtises, j'ai un bâton. Et aussi, moi, je peux ramener des fidgets et c'est des jouets. Et aussi, j'ai un tabouret culbuto qui me sert à bouger. Merci Jamil. Et si on pouvait encore améliorer les choses, Jules, qu'est-ce qui pourrait t'aider encore plus à l'école ? Tu peux tout imaginer. Ce qui pourrait m'aider encore plus à l'école, ça serait un endroit où on pourrait avoir des livres à volonté, n'importe lesquels, avec aussi un mini panier de basket accroché au mur et un pouf. Jamil, est-ce que toi aussi tu aurais une idée de quelque chose qui pourrait t'aider encore davantage ? Toi aussi, tu peux tout imaginer bien sûr. Moi, je voudrais bien un ordinateur pour mieux écrire comme le camarade de ma classe. Et aussi une grosse boule pour gigoter partout. Et des livres pour lire après mon travail. On vient d'entendre ce qui est du point de vue des élèves qui ont des besoins particuliers. On va maintenant voir ce que font concrètement les super copains au quotidien. Liam, toi, qu'est-ce que tu fais concrètement qui aide ton camarade ? J'en ai déjà parlé avant, mais créer une habitude est pour moi le plus important. Aussi, pour aider notre camarade, il faut aussi lui proposer des choses qu'il aime et petit à petit les diverser vers des choses un peu plus difficiles. Par exemple, un jeu qu'il aime beaucoup, qui est facile pour lui. Petit à petit, tu vas diverser vers un jeu un peu plus difficile. Diverser, mais doucement. Aussi, pour aider son camarade, il faut avoir un comportement comme avec n'importe quel autre camarade. Parce que sinon, il va soit se sentir blessé dans le cas d'un mauvais comportement, soit il va peut-être avoir un ressenti bizarre. Si par exemple on est plus gentil avec lui qu'avec un autre camarade, et donc il faut le traiter comme un autre camarade, être gentil, lui passer la balle, mais pas plus ni moins. Juliette, est-ce que tu fais des choses similaires ou un peu différentes ? Il faut souvent anticiper, parce que des fois il va faire des crises, il va faire un peu n'importe quoi, il va jeter comme par exemple la balle, aller ailleurs, jouer à autre chose, reprendre son travail. Il faut des fois raccourcir les jeux et des fois il faut essayer d'attendre pour que ça passe et qu'il revienne. Et toi Daniel, est-ce que tu as un exemple d'un moment où tu as senti que ton aide faisait vraiment la différence ? Oui, on a des étiquettes de photos. Par exemple, on partit au basket, faire des phrases pas très longues. Quand on part, il faut attendre 10 secondes pour... il le sait. Et comme par exemple pour y aller au gymnase. Merci pour vos témoignages précieux les enfants. En vous écoutant, on voit que ce qui aide, ce sont souvent des choses simples, mais qui demandent d'être attentif à l'autre et de s'adapter. Et ça change vraiment la façon de vivre l'école. Cindy, en tant qu'enseignante, comment est-ce que vous accompagnez cette diversité de besoins dans votre classe ? Alors, à mon sens, la première chose quand on parle de diversité, c'est d'observer les élèves. Parce que leur regard montre vraiment quelque chose de très important, c'est qu'une classe, c'est jamais un groupe d'élèves identiques.
Dans une classe, chaque enfant apprend différemment. On l'a beaucoup évoqué au cours de ce podcast. On le voit tous les jours, certains vont plus vite, d'autres ont besoin de plus de temps, certains comprennent mieux en écoutant, d'autres en manipulant. Et puis, il y a aussi ces élèves pour qui un diagnostic a été posé par un spécialiste. Ça rend cette diversité encore plus large, encore plus étendue. Notre rôle, nous, c'est vraiment de nous adapter. On pense souvent que différencier, c'est proposer forcément un support différent. Alors, ça existe, mais pour moi, ça commence surtout par la posture. Adapter mon enseignement, c'est pas seulement modifier un support, c'est apprendre à connaître les élèves, à créer une relation qui correspond vraiment à leurs besoins. Et ce qui n'est pas toujours simple, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. Même deux élèves qui ont des besoins très proches, leur accompagnement peut être très différent. Par exemple, en production d'écrit, certains rédigent seuls, d'autres avec des ordinateurs, d'autres ont besoin d'une trame, d'autres encore passent uniquement par l'oral. En fait, c'est un peu comme une enquête. On observe, on essaye, on ajuste. Un élève qui bouge beaucoup, on va se poser la question s'il manipule beaucoup de choses. Est-ce que ça l'aide? Est-ce que ça le freine? Si ça le gêne, on va proposer autre chose. Et parfois, on se rend compte aussi que ce n'est pas l'outil qui gêne, mais que c'est peut-être ma demande en tant qu'enseignante. Est-ce que le temps de concentration que je lui demande est trop long à ce moment-là? Donc là, encore une fois, on ajuste, on découpe les tâches, on ajoute des pauses. L'objectif, c'est toujours le même. C'est trouver ce qui permet à l'élève d'entrer dans les apprentissages. Mais cette diversité, c'est vrai qu'elle demande aussi beaucoup d'organisation. Enseigner à 25, 26, 27 élèves aux besoins variés, parfois sans accompagnement, c'est possible, mais c'est exigeant. Qu'est-ce qui demande comme exigence justement dans ces classes qui sont des fois parfois à un seuil de 30 élèves, voire un peu plus? Ce qui est exigeant, c'est que ça multiplie un certain nombre de tâches. Ça nous demande du temps de préparation, d'adaptation, d'échanger avec les professionnels, de suivre, de rédiger les dossiers. Mais à la fois, on a ce côté où tout ce qu'on prépare pour nos élèves à besoins particuliers, c'est finalement utile pour l'ensemble de la classe, puisque c'est simplement rendre les apprentissages plus clairs, plus transparents. Donc ça sert vraiment à tout le monde. Si je pouvais moi aussi faire ma petite demande et dire ce qui m'aiderait vraiment, ce que je voudrais avoir, ce serait avoir vraiment plus de temps pour observer les collègues, aller voir d'autres pratiques, s'inspirer d'autres pratiques. On est parfois un petit peu isolé dans la classe. Le co-enseignement aussi, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter et qui a une plus-value qui est assez incroyable à mon sens. Et ce qu'il nous faudrait aussi vraiment, c'est de la formation spécifique. On n'est pas toujours très bien préparé au début de notre carrière à faire face à cette si grande diversité. Après, je reste vraiment consciente que cette diversité, c'est une richesse, j'en suis convaincue. Parce que l'école, c'est pas uniquement un endroit où on apprend les fondamentaux, le français, les maths, c'est aussi un endroit où on apprend à vivre ensemble, où on apprend à vivre avec nos différences. Quand on voit les élèves évoluer, quand on voit les élèves s'entraider, quand on les voit changer leur regard les uns vers les autres, ça n'a pas de prix. Les super copains, par exemple, dans notre école, là, ça montre à quel point les élèves peuvent être des ressources les uns pour les autres. Et c'est finalement donner à chaque élève des outils pour devenir autonome, mais autonome à leur manière. Parce qu'au fond, on n'a pas tous le même mode d'emploi pour apprendre, et c'est en comprenant tout ça qu'on peut faire évoluer l'école. Et justement, cette méthode aussi, je rebondis dessus, de super copains, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être aussi retranscrit à d'autres structures également, d'autres écoles par exemple? Vous parlez de fait d'aller vers pour apprendre aussi des méthodologies, mais à l'inverse, vous aussi, peut-être aussi transmettre ce qui se fait, ce qui se pratique ici à l'école Émile Zola, par exemple. Alors, le protocole des super copains, c'est quelque chose qui est utilisé à l'école Émile Zola, mais qu'on peut retrouver également dans d'autres écoles, notamment dans d'autres écoles qui ont des dispositifs Ulysse, TSA, donc avec spécifiquement pour les troubles du spectre autistique. Donc c'est utilisé, on n'est pas unique, mais en tout cas c'est quelque chose qui fonctionne et qui est transférable dans beaucoup d'écoles de France. Eh bien merci Cindy pour cet éclairage, on comprend mieux à quel point accompagner chaque élève, eh bien c'est s'adapter, chercher et avancer pas à pas. Et pour refermer cet épisode, je laisse la parole au docteur Christophe Gau. Merci pour ces témoignages. Alors, ce que ces élèves nous montrent aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez simple, essentiel, et que ce n'est pas une question de volonté ou d'effort, c'est une question
de relations humaines, d'outils à mettre en place, de compréhension, et puis de temps, d'observation. Et donc comprendre que chacun n'apprend pas exactement de la même façon, que certains ont besoin d'autres chemins pour y arriver, et surtout que ces chemins existent, qu'on peut les mettre en avant et qu'on peut en parler. Et quand on change de regard, on ne change pas seulement la façon d'enseigner, on change aussi la façon dont les élèves se sentent bien à l'école, et parfois ça peut tout changer. Vous venez d'écouter Neuroregard, la série de podcasts qui donne la parole au parcours singulier, une production Fine HCL. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode avec d'autres voix, d'autres éclairages et toujours la même volonté, faire entendre les parcours singuliers.